Bonjour à tous. Des embouteillages matin, midi et soir, c'est le cauchemar de l'automobiliste urbain. Alors faut-il en finir avec la voiture ou plus simplement avec les embouteillages? Ce sera le thème de cette nouvelle émission de la chaîne Smart City. Bienvenue sur ce plateau, avec nous deux invités, Nicolas Louvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Cité, un cabinet d'études spécialisé sur les sujets de mobilité. En face de vous, Grégoire Depince, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Charrette, une application qui intègre le covoiturage Tout à fait. au réseau de transport en commun. On va le résumer comme ça, mais on en parlera pendant cette émission. exactement Alors Nicolas, pour commencer, puisqu'on parle de congestion dans cette émission, est-ce que les collectivités sont à jour sur ces sujets? Est-ce que c'est devenu une préoccupation pour elles? Alors la congestion, derrière la congestion, il y a de la voiture, il y a l'objet voiture. La collectivité, elle a un rapport que j'appellerais moi du « je t'aime moi non plus » à la voiture. À la fois, ça a été un objet de démocratisation totale de l'accessibilité à la ville, et en même temps, il y en a beaucoup, donc on dit qu'il faudrait la contraindre, la restreindre. Donc à la fois, il faut jouer sur un outil de liberté pour l'usager, et donc si on le contraint, c'est un peu dangereux pour son électorat. Et en même temps, c'est un outil de nuisance urbaine qu'il faut contraindre aussi. Donc elle est dans ce rapport pas très clair. La congestion, l'objet purement congestion, ce que je dis souvent, c'est que c'est comme le cholestérol. Il y en a de la bonne et de la mauvaise. L'idée, c'est que si c'est trop fluide, eh ben, on prend facilement la voiture. Si c'est pas trop fluide, on la prend un peu moins. Donc ça permet aussi de réguler cet usage de la voiture des fois. Donc il ne faut pas que ce soit trop facile de faire de la voiture en ville. Et donc la congestion, des fois, elle a bon goût. En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il ne faut pas tomber dans l'anti-voiture. Ah ben surtout pas. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport à la voiture, il est très compliqué depuis une cinquantaine d'années. Alors dans notre pays d'Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, c'est un peu différent, mais dans nos pays d'Europe de l'Ouest, il a fallu adapter la ville et la voiture. On a même adapté les modèles de trafic pour que ça justifie de faire des infrastructures qui accueilleraient la voiture. Donc tout pour la voiture. Après, il y a eu un peu un choc pétrolier, des cris, il y a un peu moins d'argent. On a dit on fait rien, ni pour ni contre. Et puis depuis le début des années 90, c'est tout contre la voiture. La collectivité a du mal encore à dire si je travaillais avec la voiture. Grégoire, sur ce point. Justement, nous, c'est un sujet qui est très intéressant pour nous et qui nous concerne directement, puisque au sein de l'économie collaborative, donc, qui est portée par WeShare maintenant depuis plusieurs années, il y a tous les services d'autopartage et de covoiturage qui permettent de dire, justement, la voiture n'est pas un outil qui fait que polluer si on l'utilise mieux. Justement, en louant sa voiture entre particuliers et en faisant du covoiturage, que ce soit de la courte ou de la longue distance, donc nous on est sur la courte distance chez Charrette, justement on utilise mieux la voiture et ça devient un outil qui est vraiment utile pour les personnes qui habitent en zone urbaine. Alors on va parler largement de Charrette, mais juste avant, je sais qu'il y avait une mode un peu sur ces problématiques de congestion, c'était le péage urbain, il y avait l'exemple de Londres je crois. Alors est-ce que c'est toujours à la mode? Est-ce qu'on s'en méfie? Est-ce qu'il faut y aller? C'est-à-dire que toutes nos grandes métropoles, elles veulent un outil de marketing territorial. Chaque grande métropole a voulu sa tour. Alors Paris a du mal à avoir sa tour, alors, il y a tout le monde par là. C'est d'actualité. Il y a le péage urbain à Londres, et donc tout le monde s'est dit tiens, je voudrais le péage urbain. On reviendra au péage urbain, mais c'est le même exemple que l'autolib. Il y a des autolibs à Paris, toutes les grandes villes veulent une autolib, parce qu'il y en a à Paris. On ne sait plus trop pourquoi on le veut. Et le péage urbain, c'est un peu compliqué. Déjà, un péage urbain, en français, on dit péage urbain. À Londres, on appelle ça congestion charge. Ça veut dire qu'on ne fait pas payer l'accès à la ville, on fait payer la congestion. Une taxe sur l'impôt propre. Péage urbain, il y a trois races, trois types de péages urbains. Il y aurait des péages urbains qu'on appellerait de congestion. Et pour ça, il faut qu'il y ait vraiment de la congestion. Toutes les villes qui réfléchissent, à Londres, il y en avait vraiment. À Paris, on peut dire qu'il y en a. Mais quand les autres grandes métropoles françaises réfléchissent à ça, pour faire un péage urbain de congestion, il faudrait vraiment qu'elle en ait. Il n'y en a pas suffisamment. Pas la même échelle. Après, il y a des péages urbains de financement. C'est-à-dire qu'il y a une infrastructure qu'on veut développer, on la fait payer. Pourquoi pas? Ou alors un péage urbain environnemental qui dit... par ce péage urbain-là, les gens prendront moins leur voiture et ce sera bon pour l'environnement. Mais la solution du péage urbain, elle est simple. C'est-à-dire que c'est un message pour le politique, c'est efficace parce qu'on comprend un peu un truc simple, on va faire payer. C'est la fameuse solution miracle qu'on cherche toujours un alors petit peu. Alors qu'il y a des leviers, mais peut-être qu'on en reparlera, qui sont le stationnement, c'est le levier extraordinaire pour jouer sur l'usage de la voiture. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas garer votre voiture, vous ne prenez pas votre voiture. C'est pareil, si vous ne pouvez pas garer votre vélo, vous ne prenez pas votre vélo. Donc, je pense que le stationnement est une parade assez intelligente, moins risquée, dont l'acceptabilité sociale, parce que ce système dans le péage urbain est plus forte que celle du péage urbain. Mais peut-être pour reboucler sur l'idée de la voiture, aujourd'hui, il y a une dissociation totale entre la propriété et l'usage aussi. Donc c'est vrai pour la voiture, mais c'est vrai pour tout. Moi, je pensais qu'il y avait
un morceau où la possession resterait totale, ce serait l'habitation, l'appartement. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens partagent. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les gens, de moins en moins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, veulent à tout prix avoir leur voiture à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas une belle voiture, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas avoir une voiture de temps en temps, mais donc ils peuvent la partager. Il faut savoir qu'une voiture, quand une voiture personnelle, 95% de son temps, elle ne circule pas. Donc c'est pas mal de pouvoir la faire partager à d'autres sur ces 95 autres pourcents. Bon, la transition est toute faite pour parler de charrette en face de vous, Grégoire. Alors présentez-nous un petit peu cette application de covoiturage en temps réel, on va le dire comme ça. Son histoire et puis votre actualité, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors Charrette, c'est une application donc, de covoiturage courte distance, donc à l'échelle régionale, qui permet donc de mieux desservir toutes les zones qui sont peu ou voire pas desservies par les transports en commun. Donc on adresse plutôt les 7 départements autour de Paris, puisqu'aujourd'hui on n'est présent qu'en région Île-de-France. Et en termes d'histoire, justement, l'histoire de la start-up, on a créé donc, il y a 2 ans le projet. La structure a été créée il y a 1 an, on est maintenant 6 personnes. Et on a donc eu un premier pilote pendant 8 mois, donc au campus de HEC. Après on a été soutenu par Centrale Paris, maintenant on est soutenu par la région de Paris, par le NUMA, qui est un accélérateur de start-up, notamment le 3e étage du bâtiment du NUMA qui s'appelle le Camping. Et notre objectif, c'est de se lancer en grand public l'année prochaine pour pouvoir justement mieux desservir toutes les zones mal desservies par les transports en commun. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir d'un côté des conducteurs qui appartiennent donc, qui conduisent le parc de voitures, de 5 millions de voitures qui se déplacent en région Île-de-France, qui est sous-utilisé, puisque dans une voiture, vous avez en moyenne une personne qui occupe les sièges. Ça veut dire que vous avez tous les autres sièges qui ne sont pas utilisés. Et en face de ça, vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, qui n'ont pas envie d'avoir une voiture, qui alternent dans l'usage de la voiture avec leur conjoint, par exemple, qui pourraient bénéficier en fait, de tous ces sièges disponibles. Alors ça c'est pour le constat. Ensuite, très concrètement, comment ça se passe avec cette application? Alors, le conducteur donc, publie un trajet qui est dorénavant disponible pour l'ensemble des passagers, et les passagers font des recherches en temps réel sur, dans ma communauté ou autour de moi, est-ce qu'il y a des voitures qui peuvent me rapprocher du point ou de mon point de destination. Et on a développé un calculateur d'itinéraire pendant ces 2 années justement, qui permet de combiner les transports en commun avec ces voitures. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a intégré l'Open Data RATP SNCF, à savoir métro, RER, bus, tramway, Transilien, et on est capable de trouver les voitures qui vont faire gagner du temps aux passagers en complétant avec les transports en commun, puisqu'on a un souci qui est très présent au sein d'une marketplace, d'une place de marché où il faut générer à la fois l'offre et la demande, notamment au sein du covoiturage. C'est extrêmement difficile de trouver la voiture qui va m'amener à ma destination. Par contre, trouver une voiture qui passe par des nœuds de transport en commun, grâce au Open Data, donc on a la géolocalisation et les modes de transport qui y passent. Donc on est capable dorénavant, avec notre calculateur, de pouvoir combiner la voiture avec tous ces modes de transport. J'aime bien parler d'argent. Qui paye quoi? Combien ça coûte pour les différents utilisateurs? Et combien ça rapporte peut-être aux conducteurs aussi? Oui, tout à fait. Alors le passager paye un ticket de covoiturage directement dans l'application. Donc tout est entièrement géré dans l'application. Un ticket de covoiturage, c'est le prix d'un ticket de métro, donc 1,70 €. Ça ne dépend pas de la distance. L'objectif est de montrer aux passagers que c'est un nouveau mode de transport en commun collaboratif qui se combine avec les transports en commun existants. Donc 1,70 € qui est payé par le passager. Le conducteur, lui, peut réutiliser les tickets. 1,70 €. C'est très peu cher, oui, tout à fait. Alors après, on est aussi basé au sein de l'économie collaborative sur l'aspect convivial et l'aspect service, l'aspect partage tout à fait de ma voiture. De toute façon, quand j'utilise ma voiture tous les jours pour aller au travail ou pour aller sur un lieu de divertissement, par exemple, je gagne 0. Donc on part du principe que le conducteur ne peut que gagner, rendre service, et à terme, justement, alors ce n'est pas l'objectif tout de suite, mais à terme, lorsqu'il y aura suffisamment de conducteurs qui utiliseront Charrette, avoir moins de voitures, puisque les conducteurs potentiels se rabattront vers les services de covoiturage. Bon, là, ça fait écho à vos propos sur le partage de la voiture. Voilà. Alors, et après, sur le covoiturage, ce qui est intéressant, parce que finalement, tout ça, c'est de la voiture partagée. Quand on parle d'autopartage, donc une autopartage, c'est une voiture que vous conduisez, mais le covoiturage, c'est une voiture qui est conduite par un autre. Le taxi, c'est une voiture partagée aussi, le VTC aussi. Ce qu'il y a d'intéressant, à mon sens, sur la démarche Charrette, si elle arrive à terme et qu'elle aboutit, c'est que... Vous le souhaitez, voilà, bien sûr. et je pense que c'est un des enjeux, mais c'est aujourd'hui, le covoiturage occasionnel de longue distance marche très bien.
Vous avez, si tout à l'heure même vous prenez votre application avec celui qui a un peu la suprématie aujourd'hui du covoiturage, s'appelle le site Blablacar, mais il y en a d'autres, mais vous trouverez sans aucun problème quelqu'un pour vous amener à Rouen immédiatement. Par contre, si vous voulez venir place d'Italie avec moi tout à l'heure, vous trouverez personne. C'est-à-dire que le covoiturage urbain limite dynamique sur des courtes distances, il ne fonctionne pas. Charrette, ça peut aider ça. Très bien. Alors, oui, un point, Grégoire. Justement, pour compléter ce qu'on disait à l'instant, ce que disait Nicolas, le constat qu'on a fait, c'est que la masse critique est énorme. Pour atteindre la masse critique, c'est-à-dire trouver le bon conducteur qui va m'amener exactement à ma destination, à moi en tant que passager dans les prochaines minutes, le temps de publication, le temps de mise à disposition d'un trajet est extrêmement court par rapport au covoiturage longue distance. Donc c'est pour ça que personne pour l'instant n'a réussi à craquer le code entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on se combine avec les transports en commun. Et alors, il vous faudrait combien d'utilisateurs pour que ça puisse, par exemple, sur l'échelle de l'Île-de-France, fonctionner Pour l'instant, on a 2000 utilisateurs, on en vise 10 000 dans les prochains mois. Donc là, on est en train vraiment de grossir, de se répandre petit à petit dans toute la région. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffre exact sur quelle est la masse critique qu'il faudrait obtenir, puisque en fait, on constate que maintenant, on arrive à faire matcher facilement des passagers avec des conducteurs grâce justement à l'aspect transport en commun. D'accord. Voilà. Donc c'est un enjeu. Oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes, donc je voudrais quand même qu'on parle du stationnement. Un point là-dessus, Nicolas Louvet. Là encore, une démarche collaborative, numérique pour repenser le stationnement, ça pourrait être l'idée? Le stationnement, c'est un poumon pour la ville économique. C'est-à-dire que les gens, il faudrait qu'ils puissent, justement quand on n'est pas aux heures de pointe, pouvoir utiliser leur voiture pour consommer, pour aller chez eux. Ceux qui monopolisent le stationnement, je parle en voirie notamment, fut une époque, c'était ceux qu'on appelle les pendulaires, ceux qui font du domicile-travail, c'est-à-dire qu'ils partent de chez eux, ils viennent en voiture, ils se garent, ils n'utilisent pas leur voiture, ils consomment rien dans la ville et ils repartent le soir. Aujourd'hui, on a transformé ces voitures ventouses par ce qu'on appelle les résidents. Donc c'est des gens à qui on a dit, tu laisses ta voiture. Ne regardez pas, je n'ai pas de voiture. Voilà. On a dit, tu gardes ta voiture en bas de chez toi, si tu sors pas de chez toi, c'est quasiment gratuit. Exemple, à Paris, ça coûte 15 € par mois d'avoir un tarif résidentiel. Pour vous donner une petite idée de chiffre là-dessus, à Paris, en voirie, vous avez 100, donc on reste un peu parisien, mais on pourrait l'imaginer ailleurs en déclinant le stationnement résidentiel par du stationnement gratuit, parce qu'ailleurs ce serait ça. À Paris, vous avez 150 000 places de stationnement, 113 000 sont prises par des résidents. Sur ces 113 000 places, donc il ne reste que 40 000, et il y a près de 75% de ces voitures, donc il y a près de 80 000 voitures qui ne bougent pas, ni la semaine, ni le week-end. Elles ne bougent qu'exceptionnellement. On pourrait leur faire soit payer le vrai coût de stationnement, donc ils partiront. Voilà. Et après, l'enjeu des nouvelles technologies, à terme, ce qui se passe en Californie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de technologies autour des capteurs, des solutions de gestion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus belle politique de stationnement, s'il n'y a pas un contrôle derrière pour le payer, ça ne sert pas à grand-chose. Avec les capteurs, ça a démarré à San Francisco, puis ils l'ont remis à Los Angeles. Grâce aux capteurs, ils ont dit, je veux en permanence 10% de réserve de stationnement. Ça marche comment? C'est-à-dire qu'en gros, on vous fait du temps réel. C'est-à-dire que vous voulez vous garer dans cette rue-là, mais il n'y a plus qu'une seule place. Si tu la prends, elle sera, j'invente, elle sera à 10 € de l'heure. Par contre, on vous dit, mais si tu vas te garer 4 rues plus loin où il y a plusieurs places, là, tu paieras 2 €. À toi de choisir. Tu vas être là, tu payes 10 €, tu as le droit. Et ça régule. Ça permet d'avoir en permanence, partout, 10% de réserve, ce qui est capital pour une ville. On va peut-être reboucler sur la première question de l'émission. Est-ce que les collectivités, les élus français, ils sont prêts à mettre en place ce genre de service? Mais la chance des opérateurs privés aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on appelle la crise. Il y a une crise de la finance publique. Il n'y a plus d'argent, donc il faut vraiment miser sur ces opérateurs privés, qui fait que généralement, à part certains, ils ne demandent pas d'argent au public. Ils veulent juste qu'on les laisse bosser. Alors après, il faut mesurer ça. Dans quelle mesure il ne faut pas qu'ils prennent un monopole, qu'ils prennent des données. Donc il faut arriver à le légiférer, à le réguler. Mais je pense que c'est une vraie chance. Le fait qu'il n'y ait plus d'argent public, le privé peut trouver une place pour ça. Même question, Grégoire, pour Charrette. Est-ce que les élus sont à votre écoute? Oui. J'étais encore hier soir à un bureau municipal. Donc on va bientôt se lancer au sein d'un ensemble plus grand que des entreprises ou des zones d'activité. Et lors du bureau municipal, donc c'est un lancement qui est prévu dans les prochaines semaines, j'ai constaté qu'il y avait un vrai engouement pour ce genre d'opérateurs privés. Donc j'ai eu la chance d'avoir jusqu'à 45 minutes en plein conseil municipal pour pouvoir intervenir. Et on constate que oui, tout ce qui est collaboratif, tout ce qui est économie donc horizontale entre les particuliers, pour eux c'est une vraie solution puisqu'il y a une crise justement des finances publiques. Bon, nous n'avions que 13 minutes, pas 45, mais on termine sur un message d'espoir, donc c'est très bien. Merci à tous les deux pour vos explications et votre venue sur ce plateau. À bientôt pour une nouvelle émission de la chaîne Smart City. Au revoir.